matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, l'héritage de Johnny Hallyday pour la première fois devant la justice. Une journée d'action chez les retraités et les personnels des EHPAD. Les syndicats de la SNCF qui vont trancher sur la grève. Et le vote des militants socialistes pour choisir le nouveau patron du parti. Dans ce journal, l'enquête de 8 heures sur l'ouverture du ferroviaire à la concurrence. Quel risque pour la sécurité? Réponse avec Emmanuel Dutheil. La production automobile française qui retrouve son niveau de 2011. Plus de 2 millions de voitures sont sorties d'usine l'an dernier, nous dira Nicolas Barré. Et Bertrand Cantat qui poursuit ses concerts face à un public parfois gêné par cette exhibition. Reportage à Grenoble, 8h15, notre invité Manuel Valls. La méthode Macron est-elle la bonne? Et le PS peut-il renaître? C'est un simple référé judiciaire, une audience technique qui a pourtant l'allure d'un événement national. C'est là, en effet, dans une salle du tribunal de grande instance de Nanterre que va se jouer le premier acte d'une bataille de succession qui désespère ou dégoûte les fans de Johnny Hallyday. Mon mamie rock, le beau-frère, le beau-père, le machin, enfin, ce sont des personnes lambda qui gèrent un patrimoine. C'est une histoire de fric, même une histoire de sentiments. Je sais même pas comment on peut refuser de faire écouter l'album du père à ses enfants. Propos d'un fan de Johnny recueilli par Hélène Terzian dans un bar de Malakoff. L'album, les chansons posthumes de Johnny, Pierre Herbulot, c'est la première demande des aînés du chanteur. Laura Smet et David Hallyday demandent deux choses. D'abord, un droit de regard sur l'album posthume de Johnny, c'est-à-dire pouvoir écouter et valider ou non la dizaine de chansons qui composent le disque avant sa sortie. Ils donnent un délai de 48 heures à Laetitia pour accéder à leur demande, avec 10 000 € de pénalité par jour de retard. Deuxième requête formulée au tribunal, le gel du patrimoine de leur père. Ça veut dire, les villas, elles peuvent être vendues, mais l'argent serait placé sous scellé, ou les redevances sur les droits d'auteur. 1160 œuvres de Johnny sont concernées. Enfin, il y a ces vieilles voitures de luxe, ces motos, ces guitares. Le but de cette demande des enfants, c'est que rien ne bouge avant que l'affaire de l'héritage ne soit jugée sur le fond, c'est-à-dire savoir si le testament américain qui déshérite Laura et David est valable, ou à l'inverse, si c'est le droit français qui s'applique, auquel cas, les deux premiers enfants seraient forcément réintégrés dans l'héritage. Pierre Herbulot, et ce ne sont que les prémices. L'audience de cet après-midi pourrait d'ailleurs être reportée à la demande d'une des parties. L'actualité aujourd'hui, c'est une double mobilisation, celle des retraités, appelés par 9 syndicats à défendre dans la rue leur pouvoir d'achat, et celle des EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes. Deuxième grève en moins de 2 mois pour dénoncer le manque de moyens. L'intersyndicale voudrait un ratio d'1 salarié, tout personnel confondu, un salarié pour un résident. Aujourd'hui, c'est 0,6. Pour atteindre le 1 pour 1, il faudrait recruter 200 000 personnes. Impossible, répond la ministre de la Santé Agnès Buzyn, ni sur le plan humain, ni sur le plan budgétaire. Et pourtant, personne ne conteste qu'il manque des bras pour s'occuper des pensionnaires. Écoutez, Odette, elle a 89 ans. Elle raconte son quotidien dans un établissement de Fontenay-sous-Bois. Ils font tout ce qu'ils peuvent, vraiment tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont toujours en train de courir. Il y a une dame qui est aveugle, qui marche très très mal. Le soir, elle en peut plus. Et je l'emmène dans sa chambre, je lui ferme son volet. Elle est contente. Vous l'emmenez? Ah, les soignants, t'as pas le temps de tout faire tout seul. Elles étaient 2 avant. On y sent quand même. Quand on a un malaise, par exemple, il faut se dépêcher à courir pour voir où est la surveillante de l'après-midi, par exemple. Ça manque, le personnel manque. Et l'heure on vous change, si c'est en plein milieu, tant pis pour vous, vous restez le temps qu'elle revienne pour vous changer. C'est pas normal de pas avoir un petit confort, un peu d'aide. Propos recueillis par Aude Vernuccio. À la SNCF, la question n'est plus de savoir s'il y aura grève contre la réforme du gouvernement, mais quand va-t-elle démarrer? Les syndicats qui se réunissent en fin d'après-midi pour décider le principe d'un mouvement reconductible hésitent à lancer l'épreuve de force avant ou après le week-end de Pâques, c'est-à-dire soit le 29 mars, soit le 3 avril. Parmi les arguments des opposants à la réforme, il y a l'idée du risque accru d'accident que ferait courir l'ouverture à la concurrence. C'est l'enquête du 8 heures. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors l'exemple qu'on donne souvent, c'est la Grande-Bretagne et l'envolée des accidents après la privatisation. C'est vrai, il y a eu plusieurs accidents spectaculaires juste après la privatisation de la British Rail au milieu des années 90, des accidents qui auraient pu être évités pour certains si les nouveaux actionnaires avaient investi dans les moyens de sécurité. Depuis, les investissements ont été faits et surtout l'État a repris la gestion des rails en main, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus d'accidents en Grande-Bretagne qu'en France. Et puis surtout, la Grande-Bretagne est un cas totalement à part. C'est le seul réseau à avoir été au démarrage totalement privatisé. En France comme ailleurs en Europe, on parle seulement d'ouverture à la concurrence. Et ça change tout. Les kilomètres de ligne vont rester la propriété de l'État. La maintenance sera donc du ressort de la SNCF. Et pour Olivier Salès, directeur des transports aux gendarmes du ferroviaire, ça
c'est un gage de sécurité pour l'avenir. Il n'y a aucune raison que l'ouverture à la concurrence représente un risque pour la sécurité ferroviaire. Ce qui compte, c'est que les investissements soient faits pour maintenir, régénérer le réseau, avoir des rails en bon état, des appareils de voie en bon état, une signalisation performante. C'est ça qui garantit que la circulation des trains se fait dans des conditions de sécurité optimales. Et ça, tout ce qui est investissement, renouvellement, entretien de l'infrastructure, reste sous la coupe d'un même et seul monopole public, SNCF Réseau. Donc on l'entend, pas de risque s'il y a des investissements, mais est-ce qu'on est sûr que ce sera le cas ? C'est le problème, la SNCF, par manque de moyens, n'a pas assez investi ces dernières années. On a tous en tête la pagaille, notamment de cet été à la gare Montparnasse. Imaginez, tout l'argent investi permet juste de maintenir l'âge du réseau, 30 ans d'âge en moyenne pour une ligne. C'est catastrophique, notamment en Ile-de-France. Un cadre de la SNCF le reconnaît. Il faut rattraper notre retard et surtout investir fortement sur des dizaines d'années. Et pour cela, la SNCF va demander plus de budget. Selon nos informations, elle demande 30% en plus. Et le but de ces investissements, c'est surtout de moderniser le réseau ? Oui, comme un bon connaisseur du dossier me l'a dit, nous utilisons aujourd'hui les systèmes de la première moitié du XXe siècle, par exemple pour ce qui est de la signalisation. Il faut accélérer grâce au digital. Concrètement, ça veut dire rénover les voies et moderniser tout le reste, comme par exemple mettre des capteurs partout pour prévenir avant un incident comme une rupture de caténaire. Ça permettra à terme de faire de grosses économies. Ça permet tout simplement d'éviter les accidents qui perturbent le système des heures. Grâce à ces nouvelles technologies, la SNCF estime que l'on pourrait augmenter la fréquentation des lignes de 30%. Mais pour cela, la balle est en grande partie dans le camp du gouvernement. Enquête du 8h signée Emmanuel Dutheil. Merci beaucoup Emmanuel. L'économiste, encore ce chiffre qui fait la une des Échos. Votre journal, Nicolas Barré, les usines automobiles françaises ont produit 1 demi-million de voitures en plus l'an dernier. 1 demi-million que par rapport à 2011, il y a 5 ans, la performance est inédite. Voilà, preuve que le Made in France n'est pas mort après la crise de 2008. Il faut se souvenir, c'était la panique. Le gouvernement multipliait les primes à la casse pour soutenir à bout de bras les usines françaises. Alors ça a marché un temps et puis la production nationale s'est effondrée au plus bas en 2013. Seulement 1,7 million de voitures sortaient des usines françaises. Et bien 5 ans après, la renaissance pointe. Ces mêmes usines ont produit plus de 2,2 millions de voitures. On est loin tout de même de ce qu'on produisait il y a 15 ans. Alors on était encore à l'époque à 3,5 millions de voitures. Depuis, les constructeurs français ont continué à s'internationaliser. Les sites français se spécialisent sur les modèles à forte marge, les SUV, les grosses berlines. Le reste est produit à l'étranger et ne reviendra pas. Ne nous faisons pas d'illusions. Il n'empêche, le déclin de la production sur le sol français est enrayé. L'heure n'est plus aux fermetures d'usines. Renault et PSA ont repris les embauches. Toyota prévoit d'augmenter ses capacités dans le Nord, etc. Il y a 5 ans, personne n'y aurait cru. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. Il est 8h09, la suite du journal. Patrick Cohen. Le Parti Socialiste peut-il renaître ? La question taraude même les militants les plus aguerris, les plus attachés à leur famille politique. Ils sont 102 000 appelés à départager aujourd'hui les 4 prétendants à la succession de Jean-Christophe Cambadélis. Mais il n'y aura sans doute pas plus que quelques dizaines de milliers de votants. Parole de militants toulousains avec Benjamin Péter. Je m'y suis intéressée parce que je trouve que c'est important que tout ne se décide pas simplement par Paris et qu'on en tienne compte de ces militants, de savoir qu'est-ce qu'eux, ils veulent du Parti Socialiste. Il y a 4 candidats qui représentent qu'eux-mêmes. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça fait depuis 81 que je suis adhérente au Parti Socialiste. Évidemment, j'y crois, quoi. J'aurais du mal à m'en défaire, mais pour moi, je pense que c'est possible et qu'on va y arriver, quoi, bien sûr. Le PS n'est pas mort, à mon avis. Les valeurs du parti existent. On a un créneau qui est important encore entre les Insoumis et Macron, quoi. Voilà pour le PS. À droite, ce qui trouble aujourd'hui, c'est la visite de Nicolas Sarkozy à Tourcoing, aux côtés de l'ancien maire Gérald Darmanin, ex-bébé Sarko, devenu une figure de la Macronie, ministre des Comptes publics. Philippe Gosselin est député LR de la Manche. Écoutez, c'est une escapade qui, en réalité, fait grincer quelques dents. Gérald Darmanin a été un de nos jeunes députés prometteurs, un bébé Sarkozy, et son passage en marche et au gouvernement a laissé forcément quelques déceptions, quelques traces et quelques rancœurs. Donc voir l'ancien président de la République que beaucoup d'entre nous apprécient, qui sait envoyer des cartes postales, aller directement au bureau de poste de Tourcoing pour envoyer une carte postale à Gérald, ça nous fait un petit peu bizarre. Voilà.
Le député LR Philippe Gosselin avec Virginie Riva. À Mayotte, les barrages routiers sont maintenus. La grève générale se poursuit malgré l'accord de principe obtenu par la ministre des Outre-mer. La base reste à convaincre. Europe 1, 8h11. Bertrand Cantat peut-il continuer ses concerts? Nouvelle manifestation hier soir à Grenoble, mais pas d'incident. Reportage Jean-Luc Boujon. 1 heure avant le concert, 50 militantes féministes attendent le chanteur devant la salle de spectacle. Mais cette fois, Bertrand Cantat ne va pas au contact. Il accède à la salle par une entrée dérobée. À 21h, il commence son concert. À peine une petite allusion au vacarme dehors et il lance sa guitare. Merci d'être là, malgré tout. Devant une salle bondée, il commence par les titres de son dernier album, multipliant les adresses au public et les tape dans les mains. Mais c'est lorsqu'il reprend les morceaux de Noir Désir que les 900 spectateurs se déchaînent. Par exemple ici, sur L'Homme pressé. 2 rappels et beaucoup de fans conquis à l'image d'Hervé. Il a raison de chanter, quoi. Voilà. Il a payé sa dette, il a fait la prison. Le passé, c'est le passé. Il a payé, c'est bon. On passe à autre chose, on avance, quoi. Mais à la sortie, certains ont quelques états d'âme. C'est un plaisir coupable d'être là. C'est un malade mental, mais tant pis. C'est vrai que nous, on a raison d'être là, mais lui, est-ce qu'il a raison d'être là? On ne sait pas. Vous avez été gêné pendant le concert? On oublie. Mais c'est vrai qu'après, on se pose la question quand même. Est-ce qu'il a raison d'être là, lui? Voilà, même chez ses fans aujourd'hui, Bertrand Cantat divise. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Plaisir coupable, dit une spectatrice à Grenoble. 2 autres concerts de Bertrand Cantat sont prévus ce week-end à Clermont-Ferrand. Europe 1.